Être slowpreneur, c'est entreprendre sans se cramer les ailes ni la planète. Et si on pouvait aimer son entreprise sans sombrer dans le workaholisme? Et si l'on pouvait sortir de l'entrepreneuriat toxique qui ronge la santé et les âmes? Et si l'on pouvait mettre l'entrepreneuriat au service de la vie? Bienvenue sur la chaîne YouTube Les Sopreneurs. Je suis votre hôte Émilie Gros, mentor en business régénératif, business coach et facilitatrice en slowpreneuriat. Cette chaîne est le rendez-vous des entrepreneurs atypiques qui souhaitent déployer un business régénérateur pour eux et la planète. Nous sommes réunis parce qu'il est temps de changer notre narratif collectif, de déprogrammer nos vieux systèmes de croyances, de prendre soin de son écologie intérieure, de régénérer la Terre et ses habitants. Le slowprenariat, c'est œuvrer pour un monde qui respecte et célèbre le vivant. C'est un choix de vie pour soi, pour le collectif et la planète. Tu trouveras dans la communauté des slowpreneurs des coachs, des freelances du web, des créatifs, des makers, des thérapeutes holistiques et toute autre sorte d'entrepreneurs éco-spirituels et engagés pour un monde plus durable pour les hommes et la planète. Leur point commun? La passion de la vie. Sur cette chaîne, j'aborde les sujets liés au slowprenariat, à l'écologie profonde, au business régénératif, et je vais à la rencontre de slowpreneurs avec qui j'explore les sentes de ce chemin pionnier parce que demain se construit aujourd'hui. Bienvenue à nos auditeurs pour ce nouveau portrait de slowpreneur. Aujourd'hui, on va parler communication durable et consciente avec Judith Gillet, qui est slowpreneur, créatif, calme et sensible, qui exerce le métier de directrice artistique et consultante en communication visuelle depuis bientôt 9 ans, et qui a à cœur de mettre en valeur et faire rayonner les projets des entrepreneurs engagés qui ont du sens et qui méritent d'être remarqués, de prospérer. J'aime beaucoup cette façon de présenter les choses. Ravie de te recevoir aujourd'hui, Judith. Nous partageons l'essentiel, à mes yeux, un amour du beau et de la nature. Donc ça me plaît beaucoup que tu mettes ça en avant. Et une passion pour les projets et les personnes engagées. Et bien sûr, un intérêt pour le slowpreneuriat. Je t'ai découvert il y a quelques années déjà, je crois, il y a un bout de temps en fait, avant le confinement, sur Instagram, je pense. Et j'ai aimé tout de suite ton esthétique épurée, minimaliste et raffinée. Et donc, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors, on va commencer avec la question un petit peu classique. Donc, tu te définis sur ton site internet par 4 mots: slow, créative, engagée, écolo. Est-ce que tu peux nous révéler un petit peu plus qui tu es, ce qui t'anime? Oui, merci Émilie de me recevoir pour ce portrait de slowpreneur. Et moi, du coup, pour me représenter rapidement, effectivement, mon métier, c'est donc directrice artistique, graphiste aussi et consultante en communication visuelle, durable et consciente, mais on en reparlera juste après. Et moi, en fait, ce qui m'anime avant tout dans la vie en général, c'est la beauté, en fait. Je me suis rendu compte que je passe le plus clair de mon temps à tenter de la repérer, de la créer, de la transmettre et de la diffuser. Qu'en fait, c'est un peu ma valeur principale et ce qui me porte le plus dans la vie. C'est ça qui me met des papillons dans le ventre au quotidien. Et aussi, comme tu l'as précisé, je suis très animée par l'engagement chez les autres, donc ça m'inspire beaucoup et ça me porte. Par la notion en fait de ce que j'appelle l'action consciente, en tout cas le fait de réfléchir à ce qu'on fait et à l'impact qu'on a, c'est des choses qui sont très importantes pour moi et qui m'animent aussi beaucoup. Et après, dans un sens plus large et dans les choses plus quotidiennes, ce qui m'anime, c'est effectivement la beauté de la nature, la musique qui me plaît et qui me fait vibrer, euh, les notions d'autonomie, de souveraineté aussi. Voilà, Finalement, une vie simple. c'est ça. Bah, au quotidien, une vie simple pour Judith, qu'est-ce que c'est? Comment ça commence, la vie pour Judith? Comment ça commence? Ça commence au moment où tous mes besoins vitaux sont remplis déjà dans un premier temps. Et les besoins vitaux, c'est bien sûr d'être logé, d'avoir de quoi manger, d'avoir un toit au-dessus de la tête donc, et de pouvoir bien dormir. Mais ça passe aussi par cultiver des relations saines et qui nous font grandir et qui nous portent. En premier, la vie simple pour moi, c'est ça, c'est d'arriver à remplir ses besoins primordiaux et naturels. Et ensuite, c'est aussi une vie
qui est faite de petites joies et de petits bonheurs au quotidien. C'est une vie où on n'est pas dans la course à la surconsommation ou à toujours avoir plus et à toujours chercher le bonheur et la validation à l'extérieur. C'est une vie où on se rend compte que ce qu'on a déjà, c'est beaucoup et à profiter de ça et à trouver aussi sa joie là-dedans. Et donc, en fait, du coup, c'est une vie assez spirituelle aussi, je pense. En tout cas, une vie où la spiritualité a sa place et où même si l'extérieur reste un facteur important et où c'est, voilà, comme je disais, il faut avoir ses besoins vitaux comblés. Derrière, je pense que c'est une vie simple, c'est donc de, de finalement se contenter, mais de la bonne manière, d'être content de ce qu'on a et d'en profiter, et de profiter de la vie. Et C'est ce qui t'a amené au soloprenariat finalement. un petit peu, oui. Après, moi, ce qui m'a amené au slowpreneuriat, c'est pas quelque chose en particulier ou une notion. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours plus ou moins vu l'entrepreneuriat comme ça, parce que quand j'ai commencé en fait à entreprendre, j'ai pas vraiment commencé à entreprendre, mais je me suis mise en indépendante il y a plus de 9 ans. Non, il y a bientôt 9 ans, pardon. Il y a plus de 8 ans, il y a bientôt 9 ans. En fait, moi, j'ai fait ça, je me suis mise en indépendante parce que j'avais pas envie que le travail prenne 100% de mon temps, que ce soit la chose la plus importante dans ma vie et que tout tourne autour de ça. Et donc, en fait, la solution que j'ai trouvée à cette époque-là et que je pouvais faire parce que je vivais encore chez mes parents et donc j'avais pas trop de charges et tout ça, c'était de me mettre en indépendante et donc de commencer à trouver cette liberté de gestion de mon temps, de travailler quand je voulais et en fait, d'avoir de la place pour le reste, donc ce dont je parlais avant, T'as les jamais été relations. salarié finalement? Je l'ai été 4 mois en CDD et avant j'ai fait une année d'alternance. D'accord. C'est quand même proche du salariat, mais effectivement ça a été très courte expérience et pour moi suffisante. Enfin, j'ai pas eu envie d'en faire d'autres. J'ai travaillé un petit peu en agence aussi dans le cadre de stage et puis après un peu en freelance où là ça peut s'apparenter un peu à une forme de salariat, mais tu vois quand je travaillais en freelance en agence et que je faisais par exemple une semaine complète, je le vivais en fait super mal parce que j'avais des horaires de bureau et j'avais toutes les contraintes en fait de l'employé alors que je voulais pas de ça. Donc bref, tout ça pour dire qu'en fait, le slowpreneuriat, j'ai pas mis de mots dessus avant de connaître le mot que par toi ou par Joséanne Sarrazin-Côté avec son podcast à l'époque. Mais en fait, c'est une vision de l'entrepreneuriat que j'ai touché du doigt assez vite parce que en fait, moi, je voyais pas du tout le travail comme quelque chose de si important dans ma vie et j'avais besoin d'autre chose et j'avais besoin que ça aille plus loin que ça et voilà. Et que ce soit adapté à tes rythmes aussi. Parce Tout que à j'en sais fait. un petit peu plus que les auditeurs sur toi. Toi, tu es projecteur en design humain. Mm. Donc, la journée typique 9-5 heures, c'est pas forcément adapté. Non. Non, effectivement, adapté à mes rythmes et à mon énergie, en fait, surtout. Parce que, bon, du coup, mes rythmes sont pas mal influés par ça et c'est vrai que j'ai une énergie très fluctuante. Il y a des moments où j'en ai pas du tout et où en fait, tu peux pas travailler et d'autres moments où j'en ai beaucoup et où j'arrive à abattre énormément de travail en très peu de temps. Donc, en fait, c'est aussi une façon pour moi de pouvoir travailler sans aller à l'encontre de ma nature, quelque part. Et est-ce que tu es complètement déculpabilisé, par exemple, si tu fais une sieste ou si tu travailles pas alors que d'autres personnes travaillent dans les créneaux de la journée? Oui, oui, ça, j'avoue que j'ai rarement eu des complexes par rapport à ça, j'avoue. J'ai toujours été assez cool par rapport à tout ça. Et moi, c'est pas tant les siestes, mais c'est plus le fait de me lever tard, faire des grasses mat. J'admire beaucoup les gens qui se lèvent à 6 heures du matin et qui font leur yoga pendant 1 heure et tout ça, tout ça. Mais en fait, moi, je suis pas du tout comme ça et je me lève quand je me lève et je commence à travailler quand je sens que je peux commencer à travailler, voilà. Et c'est vrai que non, j'ai jamais culpabilisé ou je me suis jamais sentie bizarre par rapport à ça parce qu'en fait, c'est comme ça que je suis bien. Donc, je me suis jamais trop posé de questions sur ça. Tant que j'arrive Ben, c'est à... une chance que tu aies respecté Mm. ton rythme depuis toujours, finalement. Oui, Si tu carrément. devais définir, toi, le slowpreneuriat, pour la définition de Judith, qu'est-ce Mm. que c'est? Alors, le slowpreneuriat, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est donc une façon d'entreprendre qui respecte les rythmes et l'énergie
de soi, de chacun, mais qui respecte aussi les autres, l'environnement, en fait, l'écologie globale du monde, l'écologie intérieure, l'écologie extérieure. Et, euh, et c'est aussi un entrepreneuriat qui se veut sortir des codes traditionnels de l'entrepreneuriat et de tout ce qu'on entend toujours dans notre société capitaliste telle qu'elle est, donc la course à la productivité, à la rentabilité, enfin, en tout cas au profit et tout ça. Et en fait, sortir un peu de ce prisme-là et de voir en fait la vie et l'entrepreneuriat par un autre prisme qui est celui du respect du vivant, des humains, des animaux aussi. Donc Tout on a ça. une vision très très proche Oui, et tu m'as là-dessus. beaucoup inspirée. Euh, on est d'accord sur plusieurs points communs. J'avais pris des petites notes là-dessus. Et tu cites, et ça j'aime bien quand je t'ai posé la question, la vision optimiste et lumineuse de ce que peut être l'entrepreneuriat. Mm. Alors ça, c'est un super point parce que c'est vrai que, on va dire, si on prend l'entreprise telle qu'elle est, elle est quand même très basée sur un modèle extractif, un peu dégénérateur pour les ressources humaines et naturelles. Et avec le soloprenariat, l'idée, c'est vraiment de changer un peu cette vision et de se dire, OK, l'entrepreneur peut avoir un nouveau rôle, à la fois pour lui, pour le collectif et pour la planète. Et c'est vrai que le fait que tu mettes ça aussi en avant dans ta réponse, c'est quelque chose qui me parle. On a besoin de plus d'entrepreneurs comme ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce sujet? Euh, ouais, en fait, pour moi, le fait effectivement d'apporter un côté positif et lumineux à tout ça, ça va aussi, ça s'ancre dans le fait d'imaginer des nouveaux futurs aussi et de donner quelque part un espoir, en tout cas par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, on arrive à imaginer des dystopies horribles où tout se passe mal et où tout finit très mal pour tout le monde, mais moi, j'aimerais bien imaginer autre chose et quelque chose de plus positif et de plus beau. Et je pense que du coup, le slowpreneuriat et toute la réflexion que ça amène aussi chez les personnes qui s'y intéressent, ça peut participer à ça, en fait, à l'imagination et donc à la création d'un futur plus désirable, malgré la conjoncture et l'époque à laquelle on vit. Voilà. Merci. Ça me fait du beau au cœur de Bah, lire très ça. bien. J'aime tellement partager cette vision du monde avec d'autres. On est aussi d'accord sur le fait que le slowpreneuriat, c'est pas juste ralentir ou suivre son énergie, même si, comme tu me l'as précisé dans ce qu'on s'est échangé avant, c'est souvent la porte d'entrée. Moi aussi, quand j'ai commencé à l'époque où effectivement pas grand monde parlait du slowpreneuriat, tu as cité Joséanne, je sais même pas que son podcast s'appelait comme ça, je crois qu'elle l'utilisait juste dans son titre en fait. Ouais. Mais si tu cherchais le slowpreneur, il y avait vraiment rien dessus. Donc en tout cas, moi quand j'ai commencé, c'était un peu ça aussi, ralentir. En plus, à l'époque, je faisais de la gestion de projet digital. Donc, je me suis dit, OK, si les entrepreneurs se digitalisent comme j'ai fait moi, ils vont passer moins de temps à faire des tâches répétitives. Puis, je me suis aperçue au bout d'un moment que c'était un petit peu limité et que ça allait plus loin que ça. Et donc, on est d'accord, je crois, sur le fait que le slowpreneuriat, c'est aussi s'engager Mm. pour des causes. Je me rappelle que dans le groupe Facebook, à un moment, j'avais posé la question si le slowpreneuriat, c'était pour les feignants. Et j'avais beaucoup aimé ta réponse. Non, je crois que justement, c'était pour les paresseux et tu avais justement répondu, mais non, c'est pas pour les feignants, au contraire, parce que, comme tu dis, cette vision optimiste et lumineuse fait qu'on doit quand même déconstruire des choses. C'est pas que le chemin est tout tracé et qu'il y a une façon en 10 étapes de devenir solopreneur. Si c'était si simple, ce serait facile. Euh, Est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Ouais, effectivement, je pense que c'est en fait assez difficile d'incarner le slowpreneuriat et de se dire slowpreneur et d'être slowpreneur parce que on nous vend toujours la même chose dans l'autre sens, quoi. On nous demande d'aller vite, on nous demande d'être dans la surconsommation, la surproduction à outrance. Pourquoi, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il faut avancer, il faut travailler. La valeur travail est très très forte dans notre société, très ancrée. Et en fait, si t'as pas ton job tout tracé avec le salaire qui va bien et tout, on te regarde vite bizarrement. Ou alors si t'es entrepreneur, si t'es pas le start-upper super dynamique qui a levé 3 millions d'euros, c'est pareil, on comprend pas trop pourquoi tu fais ce que tu fais et tout ça. Et en fait, je pense que ça demande
finalement, sans vouloir nous lancer des fleurs à tous, mais je pense que ça demande Tu pas peux, mal tu de peux. courage, On en en a fait, besoin. je pense que ça demande pas mal de courage, ouais, d'être comme ça et de revendiquer ça et de le promouvoir aussi, enfin, d'en parler et de montrer une autre façon de faire, une autre vision dans ce Finalement, monde. c'est militant et un peu Mm. politique, entre guillemets, parce Ah, que, je comme pense, tu dis, oui. comme ça va à contre-courant de ce qui est déjà en place, Mm. il y a des choses à déconstruire, des choses à dénoncer aussi, peut-être parce que les gens le voient pas, mais Mm. surtout d'autres voies à ouvrir. Et quand on est pionnier, et que justement on veille aussi à son énergie, on sait très bien qu'être pionnier, ça demande un petit peu plus d'énergie que la façon simple et Mm. facile que tout le monde suit. Et Ouais. donc, du coup, bon, bah, c'est courageux. Ouais. Euh, alors, on va parler de communication parce que c'est ton cœur de Mm. métier. Donc, toi, tu as une vision engagée de ton métier. C'est quoi exactement une communication durable et consciente? Oui, alors en fait moi du coup je suis vraiment dans la branche communication visuelle. Je fais un peu de communication plus globale avec mes clients parce que c'est souvent un besoin, mais c'est vrai que mon métier à la base c'est donc vraiment la communication visuelle et le graphisme. Et donc dans cette optique-là, la communication donc visuelle, durable et engagée et consciente, mais engagée aussi, c'est une communication en fait qui est réfléchie d'abord en amont pour avoir une durée de vie et d'utilité sur du moyen voire du long terme. C'est-à-dire c'est pas des par exemple, c'est pas un flyer qu'on va imprimer pour un événement éphémère pour une entreprise qui en fait communique surtout en ligne ou des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment en fait, pour moi en tout cas dans ma vision, une com durable et consciente, c'est une communication qui est réfléchie en amont, à laquelle on donne des vrais objectifs concrets et du coup positifs, c'est mieux, euh, et qui sera utilisable et viable sur le long terme aussi, et qu'on va pas changer tous les 4 matins et qu'on va pas reproduire aussi. Enfin, voilà. Donc, toi, Et tu commences dès le début, en fait, avec la partie branding, charte ouais, graphique et vraiment tout l'ADN de la marque, finalement. ouais. Ouais, ouais, carrément. Et donc là, en fait, du coup, la conscience, elle est vraiment dans les valeurs de la marque, les objectifs, ses objectifs aussi, mais surtout les valeurs. Pour moi, c'est très important de m'ancrer dans les valeurs des entreprises de mes clients pour justement créer des univers visuels et une communication visuelle qui soit complètement alignée avec déjà eux et aussi avec leurs clients idéaux, leurs objectifs de développement et tout ça. C'est intéressant parce que souvent les entreprises ont des valeurs, mais tu as l'impression que c'est juste sur le papier et que derrière, ils les vivent pas au quotidien. Donc, en ramenant ça dans leur univers de marque, branding. tu le reconcrétises un petit peu, Oui, peut-être, même c'est vrai. beaucoup. J'avais pas conscientisé ça comme ça, du coup, mais c'est vrai qu'en fait, moi, le fait qu'à chaque fois, mes clients, je les pousse beaucoup pour connaître leurs valeurs, mais leurs vraies valeurs, parce que j'entends tout le temps authenticité, bienveillance et tout ça, et ça, bon, c'est des très belles valeurs, mais je pense qu'on peut aller plus loin et que ouais, c'est quelque chose que, en fait, sur lesquels je les pousse à réfléchir aussi. Et donc ouais, j'aime à penser que derrière, ça crée une communication visuelle et peut-être même une façon pour eux d'entreprendre qui est du coup au plus proche de leurs valeurs fondamentales en fait et intrinsèques. Et alors, les valeurs du studio Judith Gilet, c'est quoi? Oh là là, moi j'ai la beauté en ce Belle valeur. moment, comme je te le disais. Aussi la simplicité parce que je pense que la simplicité, c'est aussi le meilleur moyen de passer un message et d'amener les choses. Il faut, Euh, attends, je t'interromps pour te oui, lire une citation que j'ai notée vas-y. tout à l'heure. Life is easy when simple. It's keep it simple that is complicated. Ouais, Ça, très bonne citation, bonne citation. Je me suis dit que j'allais t'en parler. carrément. Donc, comment on fait pour garder les choses simples? Bonne question dans notre Mm. monde qui est si, il est à la fois complexe, mais ça complexe, c'est intéressant, et aussi compliqué. Mm. Et les entrepreneurs se compliquent beaucoup la vie. Ouais, je pense. Et effectivement, en fait, la simplicité dans l'entrepreneuriat, ça peut aussi être juste revenir à qui on est et ce qu'on veut faire vraiment, et pas se plier à des injonctions ou à ce qu'on croit qu'il faut faire ou à ce qu'on nous a toujours dit qu'il fallait faire, et juste revenir à soi et à ses valeurs. Et ça vaut dans la communication et dans toutes les autres actions
qu'on mène en tant qu'entrepreneur aussi. Qui je suis, qu'est-ce qui m'anime justement, et quelles sont mes valeurs et comment j'articule tout ça pour faire prospérer mon entreprise et pour vivre aussi avec mon activité. Donc on a beauté, simplicité. Ouais. Une autre valeur. En fait, je pense que c'est celle que j'ai repris sur ton site pour te présenter. Tu disais, Ouais. où c'est, j'ai ça dans mes petites notes. Hein. Ah oui. Ah bah non, c'est pas ça. J'avais marqué slow, créative, engagée, écolo, mais c'est pas. Oui, après dans mes L'engagement. valeurs, j'ai aussi l'engagement exactement, le fait de pas faire les choses à moitié. Je suis un petit peu jusqu'au boutiste aussi dans mes actions et les gens qui m'inspirent le plus sont les personnes qui vont aussi au bout de leurs idées, au bout de leurs engagements, au bout de leurs valeurs et qui vivent vraiment tout ça. Donc pour moi, ouais, c'est important de mettre en avant cette valeur d'engagement-là parce que je travaille pas comme ça pour rien, pour faire des belles choses et voilà. Enfin voilà, j'ai envie que mon travail ait un impact et donc même si la beauté fait partie intégrante de ma vie et de ma vision, elle est pas là pour rien non plus. On en reparlera peut-être un petit peu après parce que ça rejoint le livre que je conseille après. Ah, d'accord. On garde ça pour dans Oui. quelques minutes. Alors, donc, parmi ceux qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont pas comme toi experts en communication. Comment, quand on n'est pas expert, on intègre cette sagesse de la communication durable et consciente dans son entreprise aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous conseillerais finalement? Moi, le premier truc, ça va rejoindre un peu tout ce que j'ai dit avant, mais la première chose, c'est de se prendre un pas de côté, un peu de recul et de se demander pourquoi on veut faire telle ou telle action de communication ou tel support. Je suis désolée, ici il fait sombre tout à coup chez moi. C'est pas grave, c'est ouais, l'heure d'hiver aussi. les nuages. Oui, donc se demander en fait pourquoi en premier. On n'a pas besoin d'être expert pour savoir pourquoi on veut faire telle ou telle chose, pourquoi on veut poster 3 fois par semaine sur Instagram, pourquoi on veut imprimer des cartes de visite, pourquoi on veut un logo. Enfin voilà, juste Donc, prendre du remettre de recul. l'intentionnalité. Voilà, remettre de chaque fois. l'intention et de la conscience sur pourquoi on veut mener telle ou telle action. Et donc voilà, se poser les questions honnêtement, y répondre honnêtement aussi, parce qu'on est seul avec soi-même, donc il n'y a pas de J'aime problème. bien le fait que tu précises ça, parce que parfois on se voile un peu la face. Oui, ça peut être très difficile en fait de se demander pourquoi et de répondre avec intégrité, même si on est tout seul. Et donc après, on peut se faire aider aussi par un coach à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est super efficace d'avoir quelqu'un en face pour nous demander mais pourquoi tu fais ça et du coup nous mettre face aussi à ce qu'on croit qui est obligé alors que pas nécessairement. Et, euh, et donc ouais, pourquoi se demander pourquoi, c'est la première chose. Et déjà, ça permettrait de remettre pas mal de durabilité et de conscience, je pense, dans la communication. Et puis ensuite, je pense que c'est chouette aussi de pas faire les choses en pilote automatique, c'est-à-dire que quand on se rend compte qu'on commence par exemple, à poster sur Instagram pour poster, parce qu'il faut poster et tout ça, conscientiser ça à un moment et toujours pareil, faire un pas de côté et reprendre les bases et en fait faire ça assez régulièrement parce qu'il y a que comme ça qu'on se laisse pas aussi entraîner par la grosse machine. Et ensuite, ouais, essayer de se défaire comme on peut des injonctions entrepreneuriales et des coachs business qu'on voit partout, revenir à soi, et puis après se faire aider par des experts pour la suite. Mais je pense que la première étape, c'est vraiment ça, remettre de la conscience et de l'intention dans ses actions de communication. Merci. Il y a un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est donc on est dans un monde aujourd'hui où les technologies digitales sont assez extractives finalement. Notre utilisation d'Internet a aussi un impact sur l'environnement, mais elles sont quand même, et sur l'humain aussi, parce que ça nous fatigue aussi beaucoup, et puis on est tous un peu débordés de contenu et on passe beaucoup de temps sur l'écran. Mais elles ont quand même l'avantage d'être, entre guillemets, efficaces, même s'il y a certaines limites. Comment est-ce qu'on peut réduire aujourd'hui, je sais que c'est une question que tu te poses, comment on peut réduire son impact sans perdre en efficacité? Alors moi, c'est vrai que je me pose la question de la réduction de l'impact et de l'éco-conception, surtout dans l'univers print, en fait, les supports de communication imprimés et le numérique, c'est pas ma spécialité. Je suis très loin d'être spécialiste du numérique. En revanche, je pense quand même des petites choses, des choses à faire, oui, même sans être spécialiste, un peu comme on disait tout à l'heure.
Et donc là encore, il y a une question pour moi de remettre de l'intention et de la conscience dans son usage du numérique, d'arrêter de scroller pour rien, de lancer des vidéos sans les regarder, de poster pour poster justement et tout ça. Donc ça, pour moi, c'est un peu la base, mais c'est important de le mentionner. Aussi de se tourner vers les réseaux sociaux ou Internet plus globalement pour des choses pour lesquelles on n'a en fait pas vraiment d'autres options plus écologiques ou quoi, mais par exemple, enfin, la communication sur Internet, c'est une chose, mais en fait, avant Internet, les entreprises existaient déjà et communiquaient déjà, donc il y a d'autres façons de se faire connaître, il y a d'autres façons de rencontrer des gens, donc peut-être revenir à des choses comme ça aussi, peut-être plus humaines, enfin, pas, oui, plus humaines, mais en tout cas plus palpables, on va dire. Et après, oui, il existe, comme en print, la notion d'éco-conception numérique, notamment pour les sites internet, pour réduire en fait l'impact environnemental de son site internet, par exemple. Et donc là, il y a des choses à faire, comme la première chose, je crois que c'est trouver un hébergeur vert, un hébergeur écologique. Par exemple, il y a Infomaniac qui existe, qui a des super valeurs et une vraie charte écologique concrète et assez jusqu'au boutiste justement, donc j'aime assez. Et il y a aussi des choses comme réduire le poids de ces images pour les optimiser pour le web, pour qu'elles pèsent moins lourd. Réfléchir aussi à des designs peut-être plus minimalistes et moins gourmands C'est en le cas termes sur ton site. C'est vrai qu'il est très épuré. Il n'y a pas Mm. beaucoup de couleurs aussi. Donc, tu as fait Ouais. ce choix aussi de manière intentionnelle par rapport à ça. Oui, Outre après l'aspect beauté. oui, donc il y a l'aspect beauté, il y a aussi le fait que c'est un peu mon style graphique depuis toujours, enfin depuis le début de ma pratique, donc bon, moi ça me va bien aussi. Mais oui, ça fait partie effectivement de la démarche. En fait, le minimalisme dans le design, ça a plein d'avantages, notamment donc celui de réduire l'impact, que ce soit en print ou en web d'ailleurs, de réduire l'impact environnemental, mais aussi celui de mettre en valeur un message de manière très efficace, beaucoup plus qu'on le croirait, parce que en fait le blanc, ce qu'on appelle le blanc, ou en tout cas le vide en design, c'est ce qui fait ressortir les mots et les images, et en fait ouais, peut-être revenir à ce genre de pratique en design, ça ça fait du bien, ça éclaircit la Ça me vue fait aussi. penser qu'on a un point commun qu'on a découvert il y a quelques temps, qu'on a fait toutes les deux. Alors, pas la même Oui, formation, mais l'école multimédia à Paris. oui, c'est vrai. C'est rigolo. Donc, toi, tu l'as fait effectivement par rapport au design graphique. Ouais, C'est ça? ouais. En fait, le diplôme que j'ai vu, bah, c'était pour mon année en alternance, et le diplôme, ça s'appelait graphiste plurimédia. Donc, c'était un peu de print et un peu de web, mais vraiment les prémices, quoi, du web. Et en fait, moi, j'ai voulu faire cette année justement pour commencer à toucher au web, parce que ma formation d'avant, du coup, c'était un diplôme des métiers d'art à l'école Estienne en typographie. Donc, très axé impression et très axé travail de la lettre. Ça a peut-être pas mal influé aussi sur mon style minimaliste et graphique que j'ai aujourd'hui. Mais donc du coup voilà, à la sortie de ce DMA, j'avais aucune connaissance en web ou enfin voilà, en travail sur le numérique en termes de design. Donc j'ai voulu ouais, faire cette année-là en plus pour ça. Donc ça m'a donné quelques clés, quelques bases pour commencer. Puis après, je me suis aussi formée sur le tas dans mon travail en fait, en travaillant directement. C'est vrai qu'on a beaucoup enfin, moi, dans mon métier, qui a été aussi lié au web pendant un moment, on a beaucoup d'auto-apprentissage, on va dire, parce que les choses évoluent tellement vite que... Mm. Mais Ouais, carrément. connaître les bases graphiques, ça dure pour toujours. C'est Donc, ça. Ouais. c'est Et aussi, je intéressant. voulais dire un Oui. dernier truc, du coup, sur réduire l'impact de l'usage des outils digitaux et ouais, des outils numériques. C'est essayer de passer par des plateformes autres que Amazon, PayPal, enfin, Facebook, enfin, voilà, toutes ces énormes entreprises qui, on sait, sont délétères pour l'environnement et tout ça. Essayer de trouver des alternatives. Il y en a de plus en plus. Donc, je pense que ça vaut le coup de se pencher là-dessus aussi. Il y avait l'action Stripe Climate dont tu parlais sur le réseau aussi. C'est vrai. Alors, pour ceux qui savent pas, donc Stripe, c'est une plateforme de paiement qu'on peut, si on a un site internet marchand, ou pas marchand d'ailleurs, juste pour ses facturations, ça marche aussi, euh, lié à son site. Et effectivement, on peut, avec l'opération Stripe Climate, paramétrer un pourcentage que l'on souhaite verser pour des actions qui financent la réduction du carbone, en fait. Mm. Voilà. Puisqu'on parle d'engagement et qu'on a Ouais. parlé des sites internet et de la pollution liée au numérique, il y a une pollution qui est très liée
aux hébergements, qui est la pollution de l'eau. On utilise beaucoup d'eau, en fait, pour refroidir les systèmes Les d'hébergement, serveurs et tout ça. les Ouais. serveurs et tout ça. Et je voulais faire le lien avec le fait que tu sois bénévole au sein de l'association Bluetopia, qui encourage à agir pour préserver justement les océans. Ouais. Alors, ma question pour toi, c'est pourquoi tu as choisi cette action-là particulièrement? Pourquoi ça te tient à cœur plus qu'une autre? Et qu'est-ce qui t'a séduit chez eux? Oui, en fait, moi, du coup, ça fait longtemps que je suis très touchée par l'effondrement des systèmes de la biodiversité et tout ça, mais j'étais restée dans une vision très terrestre et très les forêts et tout ça. Enfin, c'était beaucoup ça qui me touchait jusqu'au jour où j'ai compris que effectivement toute la vie marine et océanique était autant voire plus touchée par nos actions et tout ça. Donc en fait, c'est un peu au fil de mes pérégrinations sur ce sujet que je suis tombée sur Bluetopia. Et en fait, je les ai pas choisis entre guillemets, genre il faut absolument que je travaille avec cette association. Mais en fait, quand je suis tombée sur leur site et leurs messages et leur vision globale, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est des jeunes, ils sont dynamiques, ils ont aussi les clés marketing traditionnelles qu'ils utilisent à bon escient, selon moi en tout cas, pour promouvoir leurs actions et faire connaître leur association et leur message. Donc, je trouve ça chouette. Et donc, du coup, j'ai été un peu appelée, j'ai pris le parti de leur envoyer un mail dès que je les ai connus, en fait, en leur disant, bah voilà, je cherche à m'engager auprès d'une asso en tant que bénévole. J'avais jamais vraiment trouvé d'association avant où je me disais que ça pourrait être un fit aussi, parce que c'est quand même c'est demandant quoi de s'engager Bien bénévolement sûr. pour une asso. Et puis moi, j'ai pas du tout l'âme comment dire, militante basique. Enfin, basique, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais quand ce qu'on dit, Tu vas pas aller dans la rue avec voilà, Extinction Rebellion, quoi. c'est ça. Je suis pas comme ça, j'y arrive pas. Donc du coup, je cherchais une autre manière de m'engager avec des assos. Enfin, déjà avec une asso. Et donc je leur ai en fait juste proposé mes services graphiques dans cette optique-là, sans attente. Voilà, juste en disant bah voilà, si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Et il se trouvait que bah justement, ils avaient besoin de quelqu'un pour mettre en page un livret de recettes végétales. Donc du coup, je travaille avec eux là-dessus et c'est super chouette. Un Et beau ça me permet. projet, j'ai hâte de voir le résultat. Ouais, devrait bientôt arriver, je pense. Donc, D'accord. Bah alors, si ça arrive avant que la vidéo sorte, on mettra un lien sous la vidéo. yes. J'aimerais parler de tes prises de conscience de cette année, Mhm. s'il y en a eu. Et si tu veux les partager avec nous. Qu'est-ce que 2022 t'a appris et que tu vas emporter avec toi dans ta besace pour 2023? Oui. Euh, 2022 m'a appris que comment dire, le contact, les rencontres et le réseau sont vraiment une des plus grandes forces quand on entreprend, quand on est entrepreneur. Et ça, bon, même si ça fait bientôt 9 ans du coup que je suis indépendante, c'est assez récent pour moi. Donc, c'est vraiment, ouais, ça c'est une prise de conscience. Et l'autre, elle a plus attrait à la notion de prospérité, justement, et de, d'argent, où je me suis aussi rendu compte que j'avais besoin d'un certain montant, enfin voilà, d'une certaine, oui, d'un certain montant pour vivre comme j'avais envie de vivre, mais que j'avais pas nécessairement besoin de beaucoup plus, que j'étais bien comme j'étais aussi et que j'étais en sécurité et qu'il fallait que je me calme un petit peu par rapport des fois à cette peur qu'on peut avoir de manquer. Et ouais, cette année, j'ai pas mal travaillé là-dessus aussi. Donc voilà, ce seraient ces deux aspects-là auxquels je Très beaux pense. aspects, je pense qu'il parle à de nombreux entrepreneurs. Donc, c'est super de partir dans sa besace avec ces boulets-là en moins et, et peut-être les cadeaux en plus, du coup. Est-ce que tu voudrais, avant qu'on passe aux deux ressources que tu avais sélectionnées, Oui. peut-être donner un dernier conseil à un entrepreneur, même si tu nous en as déjà donné quelques-uns, qui souhaite passer au soloprenariat? Euh, ouais, moi, mon conseil, ce serait de se demander pourquoi on veut passer, encore un pourquoi, mais Encore pourquoi on veut pourquoi? passer au soloprenariat? Qu'est-ce qui nous va pas actuellement dans notre façon d'entreprendre et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bien? Et à partir de là, de voir quelle couche de l'oignon on peut enlever et qu'est-ce qu'on peut laisser aller pour un entrepreneuriat plus slow, mais juste plus concentré sur notre bien-être et notre
notre énergie. Et puis après, oui, d'aller parler à des gens comme toi qui se revendiquent solopreneurs et qui promeuvent ce mode d'entrepreneuriat, discuter et puis s'inspirer, quoi. Donc les portraits sont là aussi pour ça. Et effectivement, il y a aussi le réseau Mycélium que tu as Oui. rejoint récemment, parmi les tout premiers. Donc on est tout plein de slowpreneurs à explorer ensemble ce chemin et à aussi explorer d'autres choses en lien avec ce slowpreneuriat. Donc si vous voulez rencontrer plein de slowpreneurs, il faut venir nous rejoindre. Carrément. Alors pour finir, tu nous as gentiment sélectionné 2 ressources Oui. dont tu voulais nous parler. Oui. Le premier, c'est un livre d'Alan Moore qui s'appelle Ouais. Concevoir pour la beauté et pourquoi la beauté et le design sont les clés de la réussite. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler? Alors, j'avais noté la citation, mais peut-être que tu l'as aussi sous les yeux, je sais pas. Elle est quelque part dans le livre, je l'ai pas sous les yeux, mais Alors, je la lis si tu veux. Ouais. Les belles choses sont pensées avec amour. L'acte de créer une belle chose est d'une certaine manière une façon d'améliorer le monde. Pétri d'optimisme, la beauté dit simplement la vie vaut la peine. Oui, c'est beau, non? Ouais, c'est super Parce que beau. quand j'ai lu cette phrase, ça m'a vraiment fait tilt. Je l'ai mise sur mon site internet d'ailleurs parce que je la trouve criante de vérité et puis elle me correspond très bien, elle me parle beaucoup. Et donc en fait, ce livre, donc c'est un petit livre comme ça. Pardon, je l'ai pas laissé très longtemps, mais qui en fait, je peux lire la quatrième de couverture parce que je Vas-y. trouve qu'en fait, elle résume très bien tout et du coup, ça rapproche beaucoup du slowpreneuriat, mais sans dire son nom. Donc, euh, donc, ça dit tant de choses passent inaperçues. Nous travaillons toujours plus vite et passons d'un écran à l'autre. Quand avez-vous pour la dernière fois marqué une pause pour admirer un bel objet ou un paysage naturel à couper le souffle? Ce sont pourtant dans ces moments-là que notre esprit s'élève. Le designer Alan Moore nous invite à repenser ce que nous produisons, qu'il s'agisse d'un site web, d'une chaise ou d'une entreprise. Il nous encourage, quel que soit notre domaine, à faire les choses bien et à concevoir des choses belles. Et donc ce livre a pour ambition d'aider à améliorer son processus créatif, accroître la qualité de son travail, mettre de la beauté dans son quotidien et donner plus de sens à ce qu'on produit. Et je trouve que Ça donne envie. voilà, j'ai Je vais le adoré. mettre dans ma petite liste Ouais, c'est de très lecture. rapide et facile à lire. Enfin, il y a des exemples et tout ça, donc c'est assez chouette. Je pense que ça s'adresse plutôt aux créatifs dans l'absolu, mais à mon avis, tout le monde gagnerait En cherchant un à petit lire peu là-dessus. d'informations sur ce bouquin pour Ouais. préparer notre interview, j'ai vu un extrait où il parlait de la calligraphie Ah oui? et il expliquait, alors j'ai fait une copie de la page, Ouais. il avait remarqué que toutes les émotions qu'il éprouvait se reflétaient dans son écriture Mmh. et que du coup, en fait, alors le passage c'est nous considérons trop souvent l'urgence et le stress et l'échéance à respecter comme le stimulus nécessaire à la création d'une œuvre réussie. Selon moi, le meilleur travail nécessite de trouver un état intérieur immobile où notre concentration est toute à l'action présente, dirigée entièrement par le cœur. Ouais. Et je trouvais ça intéressant parce que effectivement, c'est un livre qui fait pas mal de lien avec le prenariat. Ouais, carrément. M'a donné envie de le lire et je pense que d'autres auditeurs vont découvrir ce livre grâce à toi. Alors, il y a une deuxième ressource, tu as été généreuse dans ton partage des ressources que tu as mise en avant, puis il y en aura une troisième que je donnerai, qui est sur ton site cette fois-ci. Donc la deuxième, c'est le site de Tad Hargrave qui s'appelle Marketing for Hippies. Ouais. Alors, dis-nous pourquoi tu l'as choisi. Quid de Marketing for Hippies? Alors, en fait, c'est donc le site internet effectivement de Tad Hargrave qui est alors je crois qu'il se dit, enfin son étiquette c'est coach marketing. Il est canadien, il me semble, donc c'est que des ressources par contre complètement anglophones. Et en fait, ce que j'apprécie beaucoup chez cet homme, c'est que il a justement une vision du marketing et il promeut une vision du marketing très consciente et très en rapport avec qui on est, qu'est-ce qu'on veut transmettre et tout ça, et pas du tout avec les injonctions habituelles qu'on peut voir chez beaucoup de coachs marketing. Et donc moi, c'est une vision qui m'a vraiment beaucoup parlé. Et en plus, au-delà de ça, c'est vraiment une vraie ressource ce site parce que il met à disposition gratuitement énormément de contenu vraiment très pertinents et qui peuvent débloquer, je pense, beaucoup de choses. Et il travaille beaucoup avec aussi des thérapeutes et des solopreneurs et des gens qui sont dans l'alternatif, fluidité, donc aussi des gens qui font de la permaculture ou dans la santé alternative et tout ça. Donc il connaît bien toutes ces problématiques et ses conseils sont vraiment précieux, je pense. Et il a un message intéressant où il dit qu'en fait, tous
toutes ces personnes qui œuvrent pour un monde meilleur, au final, elles ont vraiment besoin de devenir meilleures en marketing pour mieux vivre de leur activité, pour mieux se faire connaître et pour mieux diffuser leur vision et tout ce qu'elles peuvent apporter. Et en fait, lui, du coup, il se positionne là-dessus en voulant apporter justement ces clés de marketing pour aider ces entrepreneurs qui gagneraient à être plus connus et à Alors, ça prospérer. rejoint ce que tu proposes aussi, toi. Tu veux aider Oui, ceux qui gagnent à être connus, donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant. exactement. Et en plus, alors, un Canadien m'avait déjà parlé de ce site il y a Ah oui? fort longtemps, et j'ai jamais trop pris le temps d'aller voir, donc tu as ressuscité mon intérêt concernant ce site. La dernière ressource que tu partages avec nous, elle est sur ton site. Elle permet de faire le diagnostic de son identité visuelle et de travailler à son optimisation. Donc c'est un petit e-book, un workbook plus précisément. Ouais. On peut télécharger. Tu veux nous en parler 5 minutes? Oui, en fait, c'est un workbook que j'ai créé comme c'est dit dans le titre, pour aider en fait les personnes dont c'est pas le métier à faire un peu l'audit de leur identité visuelle actuelle, remettre à plat les choix qu'elles ont faits et peut-être à les adapter et les optimiser pour mieux servir leur com et leur entreprise derrière. Et donc c'est un e-book qui fait une petite quinzaine de pages, je crois. C'est assez rapide et c'est en fait sous forme un peu d'exercice où en fait je pose une question et selon oui, non, ce que tu réponds, tu vas à telle page et tu as des informations ou C'est un d'autres choses sur autodiagnostic en lesquelles fait. c'est ça, un Super. autodiagnostic couplé de quelques tips très basiques mais efficaces, je pense, pour faire Merci des choix. beaucoup pour toutes ces ressources que je mettrai sous le lien de la vidéo, bien sûr, avec les endroits aussi pour te contacter. Donc, tu es principalement sur LinkedIn, sur Instagram aussi. Bien sûr, je mettrai ton site internet. Oui. Avant qu'on finisse, est-ce que tu veux dire un dernier mot ou me poser une question? C'est ton moment carte blanche. Oula, carte blanche, tout ce que j'adore. Tu peux aussi Euh, trouver que tu as suffisamment parlé et que ouais, non, je pense que j'ai dit beaucoup de choses que j'avais à dire, donc je suis très contente de ça. Et parfait. et sinon, ouais, moi j'aimerais bien que, oula, il y a un Oh, truc c'était sur une ton. mouche qui passe, désolée. Euh, J'aimerais bien que tu redises, que tu reparles de Mycelium un petit peu. Que je reparle de Mycelium avec Ouais, grand plaisir. Donc Mycelium, c'est notre nouveau réseau de slowpreneurs en dehors de Meta et compagnie. En fait, cet été, tous ensemble, sur le groupe Les Slowpreneurs, qu'on trouve sur Facebook, on s'est un petit peu chauffé le cerveau et les cœurs sur la pertinence des réseaux sociaux dans nos activités et le fait qu'ils correspondaient pas forcément au slowpreneuriat, non seulement à nos valeurs, mais aussi énergétiquement à ce que ça demandait pour nous. Et donc, on a décidé de réfléchir ensemble à ce qui pouvait être une alternative, et c'est comme ça que le réseau Mycelium est né. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de co-faciliter ce réseau dont fait partie Judith. Je vais encore t'appeler Juliette. Judith. Ainsi que d'autres slowpreneurs. Donc, je sais pas si tu veux, toi, dire peut-être un petit feedback par rapport à ça. ouais. Comment tu vis Mycelium? Bah, moi déjà, je suis super contente de l'initiative parce que, voilà, de toute façon, ça rejoint tout ce que j'ai dit avant, mais ouais, de sortir de cette obligation de se trouver les réseaux traditionnels de Meta et compagnie. Moi, ça me fait plaisir d'avoir un espace complètement extérieur à ça, mais qui reste un réseau, quoi, qui n'est pas juste un site internet ou des choses comme ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup, du coup, ce que j'apprécie, c'est que les rencontres, elles sont très humaines et on parle de soi et de choses pour desquelles on s'attendrait pas à parler dans un réseau d'entrepreneurs. Et du coup, c'est assez rafraîchissant et finalement très enrichissant aussi, que ce soit autant personnellement que pour le travail, pour l'entreprise. Donc, merci. Et j'encourage tout le monde à venir voir ce que c'est. Je veux juste vous préciser que, en fait, par rapport à ce que tu dis, l'idée, c'est qu'on travaille plus facilement. Chez les solopreneurs, il y a beaucoup de gens qui sont assez hypersensibles ou en pâte et qui ont besoin d'être mis en confiance et pour qui les réseaux abondants et les pitchs en 6 minutes fonctionnent pas du tout. Donc, c'est pas ce qu'on fait. Ouais. Qui n'empêche pas qu'on crée des relations pour pouvoir collaborer par la suite. On n'est pas là à juste raconter nos vies. Au contraire, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Mais on a des conversations un petit peu plus profondes
En tout cas, j'espère que c'est ce que tu as expérimenté. Mm. Et qui fait que des affinités se créent entre les uns et les autres et on apprend à se connaître mieux parce que franchement, je vois pas comment on peut connaître les gens sur les groupes Facebook. Ça me paraît difficile. Carrément. Voilà. Carrément. Et puis ouais, le fait de pas être obligé de pitcher à chaque fois et de vendre son truc, parce que au final, c'est comme tu dis, c'est pas du tout ce avec quoi on est à l'aise quand on est dans un réseau comme Mycelium. Donc oui, ça fait du bien. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler un peu de ce réseau dans le cadre de ton portrait. Écoute, je crois qu'on arrive à la fin. Merci d'avoir répondu à l'appel. Alors, je te vois plus trop, Judith. Okay. Que tu as perdu ta connexion Internet? Non, tu es là. Ouais, moi aussi tu frisais. Du coup, je sais pas où est-ce qu'il y a eu un Alors problème. déjà, tu es un petit peu dans le noir, donc bientôt. Ah ouais, non, c'est horrible. Je suis désolée. Ceci dit, j'ai pas de on a lumière tout entendu, à donc. disposition. Moi, j'ai triché, hein, j'ai dû allumer la lumière. Hein. Ouais, bah moi j'ai cru que ça irait, mais non. Et puis du coup, l'interrupteur est trop loin. Donc, bon, c'est pas grave. De toute façon, on a entendu ton message. Merci beaucoup, Judith. Merci à toi, Émilie. Et à très bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à contacter Judith et à laisser des commentaires si vous le souhaitez sous la vidéo. Yes. À bientôt pour un prochain portrait. Salut. Cet épisode t'a plu? N'hésite pas à nous mettre un like pour satisfaire les algorithmes et surtout faire découvrir le slowpreneuriat à tes potes entrepreneurs. Tu peux aussi nous rejoindre dans la communauté Facebook ou, désormais, sur Mycelium, le réseau des slowpreneurs en dehors des plateformes GAFA. À bientôt!